Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue Laurent. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, volontiers. Donc Laurent, j'ai 46 ans, je suis infirmier de formation. Et puis j'exerce actuellement en tant que directeur des opérations dans un organisme de formation spécialisé dans la simulation en santé sur Marseille. Ok, directeur des opérations, ça veut dire quoi ? Globalement, je suis en charge de la conduite de la structure, à la fois sur le plan administratif, financier, et puis sur le plan plus opérationnel, planification des formations et animation des intervenants extérieurs qui viennent nous renforcer. Okay. Ouais, on se connaît parce que tu es intervenu quelques fois Absolument. Pour vous. Ici, on va parler un peu de ton parcours, parce que tu as un parcours un peu singulier. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît ? Alors un parcours singulier, ou plutôt un parcours avec des trajectoires non linéaires. Dans mon parcours, j'ai débuté assez jeune dans la profession. J'ai fait mes études à l'issue du bac, à peu près un an après. Et puis j'ai exercé en hospitalier dans un service de réanimation sur Paris. Et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer les sapeurs-pompiers en tant qu'infirmier de sapeurs-pompiers professionnel en région parisienne. Et de fil en aiguille, au gré de mes rencontres, j'ai été amené à exercer par la suite à l'école des officiers des sapeurs-pompiers qui se trouve à Aix-en-Provence. Tout d'abord en tant que responsable pédagogique, puis en tant que responsable d'un centre de simulation intégré à cette école. Jusqu'à très récemment, je suis maintenant, comme je te le disais, en charge d'un organisme de formation dans le secteur privé. Ok. La même question que je pose à tous les débuts d'entretien. Pourquoi la santé ? Pourquoi la santé ? Au départ, je ne m'étais pas dirigé sur ce champ, sur ce secteur-là. J'étais très typé sapeur-pompier, parce que depuis mes 16 ans, j'étais pompier volontaire dans mon village, en Bretagne. Je m'étais orienté au départ sur cette profession, sapeur-pompier professionnel. Et puis, à l'issue de mon bac, j'ai fait un an de faculté qui ne m'a pas convaincu en biologie. J'ai fait la même chose. Voilà. Ça m'a rencontré ma femme, mais à part ça, j'ai pas appris grand-chose de mon année de fac. Si, c'était sympa. Et à l'époque, on faisait encore le service national, donc j'ai devancé mon appel. Je suis parti à Paris et j'étais chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et là, j'ai rencontré le service de santé des pompiers de Paris avec ses infirmiers, ses médecins sur ambulance de réanimation. La question de ma trajectoire après mon service national s'est posée. J'ai passé 2 concours, celui de pompier professionnel et puis celui d'infirmier, en étant guidé avec ses collègues infirmiers des pompiers de Paris. L'idée, c'était de revenir après chez les pompiers justement en tant qu'infirmier. Donc j'ai passé les 2, j'ai été reçu aux 2 et j'ai fait le choix de débuter mes études d'infirmier. Alors après, c'est pas complètement loin de mon milieu, puisque dans ma famille, côté maternel, ma mère est infirmière, mes tantes sont infirmières également. Mais je m'étais jamais trop posé la question en tant que lycéen ou jeune adulte, en fait. Et ça s'est fait à ce moment-là. Il n'y avait pas de vocation divine, c'est pas un truc que tu t'es dit depuis le début, je suis infirmier? Non. Porter assistance, aider les autres, oui, au travers de mon engagement de pompier. Et ce qui est l'argument le plus intéressant, je pense, qui est revenu, c'était comment je peux aller plus loin dans la prise en charge des patients qu'un secouriste, entre guillemets, même si les pompiers ont de plus en plus un niveau avancé en prise en charge des victimes. Mais c'était faire infirmier qui me paraissait le plus offrant le plus de possibilités d'aller plus loin dans les prises en charge, mieux comprendre ce qui se passait, etc. Donc c'est pour ça que je suis parti dans ce champ-là. Et pour être tout à fait complet, pendant mon service national, j'ai rencontré donc des infirmiers ressources qui m'ont donné l'envie d'aller plus loin, justement. Et notamment une personne qui m'a accompagné après toute une partie de ma carrière, finalement. Voilà. Ça fait partie des questions qui permettent de rebondir dessus. Je demande souvent s'il y a des mentors, des gens. Tu disais que tu as une famille qui est soignante déjà à la base. Oui. Tu as rencontré des soignants au sein des pompiers. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont drivé toute ta carrière, ou en tout cas une partie de ta carrière, pour te donner ce goût du soin, de prendre soin ? Alors, dans ma famille, c'était probablement implicite.
plutôt dans les valeurs, donc aider les autres, les accompagner sous différentes formes d'ailleurs. Mon père étant militaire, mais c'était une autre approche, mais globalement c'était quand même toujours protégé, etc. C'est du service quand même. Service, ouais, exactement, le service. Et après, comme je te disais, au service national, j'ai été mis en contact avec un infirmier qui était précurseur chez les sapeurs-pompiers, parce que c'était tout jeune à l'époque. On s'est rencontrés et puis il m'a pris sous son aile de étudiant infirmier jusqu'à très récemment dans ma carrière. Donc lui est retraité maintenant. Mais oui, c'est une personne qui m'a guidé à la fois tout au long de mon parcours et puis même humainement, parce qu'on est devenus amis, et qui m'a donc amené une autre approche peut-être plus humaine que mes prédispositions initiales, qui étaient très techniques au départ. Tu continues de faire du soin du coup ? Oui, j'ai eu l'opportunité de poursuivre une activité clinique, entre guillemets, bien que je me sois orienté depuis longtemps maintenant dans la formation. J'ai un engagement dans la réserve opérationnelle du service santé des armées et j'exerce au bataillon de marins-pompiers de Marseille sur ambulance de réanimation. Alors sur un volume qui est pas très élevé, hein, je fais 1 à 2 gardes par mois. Ça me permet de garder le contact avec les patients, les soignants au sens large et de rester alerte sur les recommandations, les orientations scientifiques et médicales surtout. Ouais, c'est un discours que j'ai souvent, c'est important de garder une pratique opérationnelle quand on fait de la formation sur nos métiers où les recos changent à des vitesses folles. Avoir un pied sur le terrain, ça permet toujours d'être plus pertinent. Oui, c'est probablement la singularité de mon parcours, c'est que tout au long de ma carrière, même quand j'étais chez les pompiers, même quand je suis passé cadre, et cadre de santé, hein, parce que j'ai fait la formation en 2011, les cadres de sapeurs-pompiers ont une double activité. Finalement. Donc à la fois les missions cadres, assez classiques, management, gestion, formation, mais aussi gardent une activité opérationnelle, qui est en fait le reflet des officiers de sapeurs-pompiers au sens large. Parce que bien qu'on ait des missions un peu de terrain, de management structurel, il y a forcément une activité de terrain qui est liée. Voilà. Là, en t'entendant parler, je pense que c'était une belle expérience à partager et je n'ai pas pensé à te poser la question, mais maintenant ça me vient. C'est que tu as eu un rôle particulier à jouer pendant le Covid. Ouais. Tu veux bien nous en dire un peu plus ? Ouais, alors il se trouve que pendant la période Covid, j'étais déjà au sein de mon organisme de formation, qui est un organisme dont le périmètre est l'hôpital Saint-Joseph Marseille, qui est un groupe hospitalier privé composé de plusieurs associations, dont la nôtre qui est la toute petite association, la dernière en fait, du groupe. Et pendant le Covid, s'est posé la question de la pérennité de l'activité de formation. Première vague Covid, nous avons été réorientés sur la formation des soignants autour de tout ce qui est habillage, gestes, protection, mais aussi prise en charge des patients en secteur critique. Ouais. Nous avons participé à la fois à la formation de ceux qui étaient déjà en poste sur la gestion avancée des voies aériennes pour les patients Covid, par exemple. Et puis mais ceux aussi, qui sont venus en renfort. Exactement, on a déployé un programme d'acculturation des soignants qui n'étaient pas issus du secteur critique pour renforcer les réa, notamment au sein de notre groupe. Et puis la deuxième vague, on avait un peu fait le tour de la formation. Donc mon collègue Aurélien est resté sur l'aspect formation et moi j'ai été mis à disposition de l'hôpital en qualité de cadre de santé sur le secteur Covid. Donc c'était un secteur de 51 lits, on était 2 cadres de santé et puis ça a duré 9 mois l'affaire. 9 mois de renfort Covid, donc retour au contact des équipes avec plusieurs rôles. Donc le management des équipes de soins, mais gros travail de gestion des lits, gestion des ressources, qui nous occupait une partie de la journée, et puis bed manager Covid, c'est-à-dire que nous faisions le lien avec ma collègue sur les patients qui arrivaient aux urgences ou qui devaient sortir du secteur critique, leur trouver un lit, soit au sein de l'établissement, soit à l'extérieur, ou à l'inverse, nous recevions les appels de tous les établissements qui recherchaient des lits Covid pour que l'on puisse les accueillir dans notre établissement. Donc voilà, 9 mois, très riche, très intéressant, intense, surtout au début.
Mais probablement que mon parcours de cadre de santé chez les pompiers, avec un point important qui est l'adaptabilité, Ouais, bien sûr. m'a permis de répondre rapidement aux besoins de la structure. Et alors, pas trop schizophrène entre ta casquette de soignant, ta casquette de pédago, ta casquette de manager, ta casquette... Non, finalement, je pense que ça... Parce qu'on était dans un cadre particulier de crise. Donc, ça a plutôt, chez moi, activé les ressorts reconnus. Ouais. À la fois être proche des équipes, y compris avec une vision prise en charge des patients qui se dégradaient. Pouvoir les accompagner, pour certains, c'est des jeunes infirmiers qui avaient peu d'expérience sur les situations critiques. Donc j'étais leur tuteur, on va dire, le mentor, leur coach, mentor, exactement, pour certains en tout cas, certaines. L'aspect pédago, sur des moments un peu plus creux, parce que c'était assez aléatoire, les vagues de patients, les activités, faire de la formation justement. Et puis l'aspect cadre, là non, c'était expression classique, pleine et entière de la fonction cadre. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir toutes ces casquettes différentes, ça te permet d'être meilleur dans toutes ces casquettes différentes? Non, probablement pas, non. C'est un peu la question. Tu parlais de garder une activité opérationnelle, ça demande quand même une organisation, une posture d'esprit qui n'est pas simple tout le temps. La facilité, ça serait de choisir une casquette. Choisir et puis d'exercer pleinement sa fonction de formateur ou de cadre, enfin peu importe, mais voilà, ça demande un travail et puis de la ressource. C'est marrant parce que moi, tu vois, naturellement, j'aurais dit que oui. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit que ça te facilitait le travail, parce qu'en fait, quand tu connais le travail des gens que tu manages, c'est plus facile de manager. C'est vrai. Quand tu fais un peu de pédago, comme tu le fais, je sais que tu le fais bien, et ben ça t'aide aussi à manager. Et à l'inverse, quand tu sais encadrement, ça t'aide à faire de la pédago. Quand tu connais les problèmes de l'encadrement, ça t'aide quand tu es entre guillemets infirmier terrain. En fait, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est oui, ça t'aide. Au prix il faut que tu performes dans les différents domaines. Donc il faut vraiment te maintenir à jour, ce qui n'est pas simple, parce qu'on a un champ qui est énorme. Tu parlais de la pédago, dans ces cas-là il faudrait que je sois à la fois expérimenté, soins critiques, mais aussi d'autres activités que l'on porte sur des soins comme plaie, cicatrisation, Alzheimer, douleur, mais qui sont éloignés finalement de ma pratique initiale. Et en même temps être performant sur la pédago, être à la pointe de ce qui se fait. Et puis dans l'encadrement, pareil, c'est un champ énorme, le management, ça évolue tellement vite. C'est une pression pour toi de devoir gérer autant, entre guillemets? Bon, alors ça pourrait l'être, oui, ça pourrait bien sûr. Ça l'est pas tant que ça pour l'instant, parce que justement je pense que j'ai encore un background qui me permet de savoir de quoi on parle, mais ça va pas durer, ça c'est sûr, je le sais. D'autant plus que plus on prend des responsabilités dans l'encadrement, le management, moins on a de latitude pour être, même si on le voulait, les journées sont ainsi faites en termes de durée. On ne peut pas être au contact de tout le monde et être expert sur tout. Et d'ailleurs, je pense même que c'est un piège de se prétendre expert sur tout. L'avantage après, justement, c'est de se constituer une équipe qui performe dans tel et tel sujet et puis s'appuyer sur eux, en fait. Oui, moi je pense que tu as raison. L'expertise en tant que telle, elle peut pas être tellement sur autant de domaines séparés. Alors, il suffit de regarder la littérature scientifique. Toutes les semaines, il y a un papier qui sort sur tel et tel sujet. Donc soit je passe mes nuits à lire, soit tu dors. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué. Il y en a peut-être qui arrivent, ou alors il faut vraiment se segmenter, quoi. Faire des niches. Mais... Je pense qu'il y en a plein qui arrivent à se dire experts, qui le sont vraiment, c'est très compliqué. Hein. Puis après, je pense que c'est un profil particulier aussi psychologique, parce que je pense que en fait, des profils comme nous, je pense qu'on n'a pas envie d'être expert d'un truc. Non. On a plutôt envie d'aller toucher oui, tu as raison. Un peu tout, plutôt que de se mettre dans un truc, la pédago à fond à 100%. Il en faut, hein. Déjà, il y a des thèmes pour lesquels j'ai pas forcément d'appétence spécifique. Je le fais parce qu'il faut le faire, il faut l'aborder, mais je suis pas expert. Un exemple récent, on a monté une formation de plaie cicatrisation. Je trouve ça très intéressant.
Mais l'experte que j'ai sollicitée, qui est une infirmière clinicienne, qui fait de la consulte, effectivement, en échangeant avec elle, je me rends compte que t'es plus à jour. Que je suis pas à jour, et tant mieux, c'est bien. Après, il en faut pour tout le monde, hein. Il faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Ouais, mais ça évolue vite aussi dans son domaine. Et puis toi, tu es bien placé aussi pour savoir en pédagogie, ne serait-ce que comment ça évolue vite. Le management aussi, donc bon, tu peux pas, c'est compliqué. Ah non, mais c'est sûr. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est l'avantage de nos métiers de la santé. C'est que, ne serait-ce que juste avec la casquette d'infirmier, si demain, effectivement, je me considère expert de préhospitalier, parce que j'en fais beaucoup, si demain on bascule en urologie, redevenir expert de urologie, ça va en compétence, c'est sûr, mais même en préhospitalier, par rapport à des collègues qui font 8-10 gardes par mois ou voire plus, j'ai probablement perdu en dextérité, etc. Ce que j'ai gagné, c'est en expérience, en intuition et en vision globale. Ouais, puis en vision globale, c'est vrai qu'à force, tu as une expérience qui te permet d'avoir une vision plus large. Mais je suis probablement moins performant sur la connaissance de tous les dispositifs, tous les médicaments, les nouveaux médicaments qui sont utilisés. Voilà. Bon, c'est un choix après. Après, ça faut faire le deuil de connectivement, pas être expert connectivement, tout, je peux pas tout gérer. Sachant que sans être expert, on peut largement faire le travail sur 99,9% des situations. D'autant plus qu'encore une fois, on est une équipe, on n'est pas tout seul, on n'est pas... Exactement. Alors que ce soit sur le terrain, tu as une équipe, et puis maintenant, moi, je suis amené à plus de fonctions managériales ou stratégiques. Le gros point pour moi, l'enjeu, c'est de me constituer, de m'entourer de compétences. On a les mêmes problèmes en fait, à des échelles différentes. Moi, c'est exactement ce que je rencontre aujourd'hui avec la société, c'est que j'ai besoin d'aller chercher des compétences, même certaines que j'ai, parce que juste j'ai plus le temps de faire. J'ai commencé par être formateur et à faire de la formation, et le temps va que j'en fais de moins en moins et que j'ai de plus en plus à déléguer. Pour la communication, j'ai Lucas, donc on a plein de petites choses comme ça, plein de petites tâches. Même si c'est que ça m'incombait au début et que j'ai pas un niveau d'expert mais un niveau moyen dedans, je suis obligé de déléguer parce que mon rôle à moi ça va être la mission, la vision et l'organisation générale du... Ma vision, moi, c'est être performant dans ce qu'on attend de moi, donc le management, l'organisation, l'innovation. Performant dans le sens ouverture d'esprit et puis travail là-dessus. M'entourer d'une équipe d'experts et puis avoir quand même une sensibilité sur à peu près tout ce qui pourrait concerner mon champ d'activité, ne serait-ce que de savoir que ça existe en fait. Oui, bien sûr. Et garder cette ouverture en lisant ce qui se fait, etc. Juste pour justement me projeter. En fait, j'ai besoin de me projeter sur qu'est-ce que ça pourrait donner, que ce soit en pédago en particulier, qu'est-ce que ça pourrait donner, vers où on pourrait aller, puis après laisser travailler les experts. Donc c'est un vrai challenge, c'est un autre challenge. Oui, mais même en management, en fait, on pourrait très bien imaginer avoir des managers dans notre secteur qui sont complètement hors du champ de la santé à l'origine. Bien sûr. Ça me paraît... après, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail, en fait, pour arriver au résultat, je pense. À l'inverse, former des gens issus du terrain pour être manager, c'est possible aussi, mais ça demande aussi du travail. Ouais, il n'y a pas de solution miracle. Non. Je dis souvent, moi, ce que je recherche avant tout, c'est les valeurs chez la personne. Parce que je suis intimement convaincu que quelqu'un qui a des valeurs humaines à la base, tu peux le former, il va apprendre et il va grandir, que quelqu'un qui a la compétence, mais s'il n'a pas forcément les valeurs, il va pas forcément se fier à l'équipe, à tout ça. Oui, il y a les valeurs, mais il n'y a pas que ça non plus, il y a des compétences transversales. Oui, bien sûr, c'est ça, ce qu'on appelle les soft skills. Voilà, exactement. Qui sont mobilisables dans tout un tas de situations. Et ce qui permet de t'adapter à ton nouveau milieu, quoi. Du coup, tu peux être transféré. Très, très clairement, moi, la dernière personne que j'ai rencontrée avec qui on va travailler, c'est sûr, pour 2024, c'est un gendarme. Donc rien à voir, un officier de gendarmerie. Oui, mais qui a des compétences transversales. Il a des compétences, il a managé, bien évidemment, un officier. Et du coup, il a la volonté, il a les valeurs, il a envie, il va apprendre ce que c'est que la santé. C'est pas... Bon, ça, c'est pas mal décrit que finalement, une compétence métier... ça s'acquiert en fait. Bien sûr. Alors que des compétences transversales ou ce qui te constitue, c'est plus difficile. Effectivement. Est-ce que tu considères que être sur le terrain, ça apporte beaucoup plus en formation qu'en logistique ou quand tu seras à former
Qu'est-ce que tu Alors, en penses? Ça dépend ce qu'on appelle du terrain, mais demain, si je me projette dans d'autres fonctions avec un management supérieur, hein, donc encadrer plus de monde, etc., ce dont je suis convaincu, c'est qu'il ne faut pas que tu sois coupé de ceux qui produisent, entre guillemets. Ou en tout cas, ceux qui réalisent les soins. Descendre de la tour d'ivoire. Exactement, parce que c'est un vrai risque que j'ai déjà observé, mais qui est décrit aussi, c'est que tu te retrouves rapidement isolé et que tu remontes à toi que les informations qui sont déjà filtrées et qui ne te permettent pas d'avoir une révision, que ce soit d'ailleurs en positif ou souvent avec des éléments qui pourraient venir, qui pourraient être un problème si tu laisses évoluer. Donc non, faire des allers-retours. Après, être issu du terrain, je pense que c'est une force, surtout selon où on a exercé, pour avoir développé des compétences d'adaptabilité, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un postulat obligatoire, en fait. Voilà. Non, mais ça, si, effectivement, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas obligatoire. Par contre, ça demande une intelligence, une honnêteté intellectuelle d'aller chercher les infos que t'as pas, du coup. Oui, d'être curieux. C'est ça. Oui, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu peux pas exercer si tu t'intéresses pas à la matière ou aux gens qui travaillent avec toi, c'est pas possible. C'est ça, ouais. Tu peux pas manager n'importe qui. Mais au-delà du management, ne serait-ce que selon où tu exerces, tu as forcément une forme de production, entre guillemets, même si c'est pas très joli pour les soins. Mais il faut que tu t'intéresses à ce que font les gens et comment ils le font. Parce que au-delà du management, je parle même sur l'aspect organisationnel, structurel, logistique, technique, parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, tu comprends pas pourquoi on vient te demander telle ou telle chose. Normalement, on enchaîne avec une question sur le défi, mais tu viens de te lancer un beau défi. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Oui, bien sûr, je peux, bien sûr. Toujours dans une trajectoire d'évolution professionnelle qui devrait m'amener à manager une équipe plus importante, ou en tout cas une structure plus importante, pardon. J'avais besoin de m'étayer sur un certain nombre d'éléments. Donc j'ai repris un cycle de formation avec l'aval de mon employeur. Hein. C'est important à dire parce que c'est pas le cas pour tout le monde, dans ma promo par exemple. Donc moi c'est un vrai projet global porté par l'institution. Je réalise un master spécialisé en management et innovation des structures sanitaires, médico-sociales et sociales. Ce qui va m'amener à travailler sur différentes approches, les enjeux sectoriels, des choses plus concrètes comme le management stratégique, le pilotage financier d'établissements, etc. Donc, c'est encore un vaste sujet, une nouvelle corde à ton arc. Oui, alors finalement, c'est pas si éloigné que ça. C'est assez cohérent avec ma trajectoire. L'idée, vraiment, c'est de mettre à dispo tout ce que j'aurais pu apprendre pour une organisation plus importante. C'est quoi qui a déclenché ce nouveau défi pour toi? Alors, probablement lié avec tout ce qu'on s'est dit avant, je fonctionne alors pas au défi, mais au challenge, ou en tout cas, j'aime structurer, innover. Quand c'est de la gestion quotidienne, c'est-à-dire de routine, une fois que la structure est en place, ça pourrait m'amener à m'ennuyer un peu. Donc je me projette sur de nouveaux défis professionnels. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça prouve qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il y a toujours un truc à apprendre, toujours des trucs à aller chercher. Alors je pense que c'est vraiment individuel. Il y a des personnes qui, dans leur carrière, au bout d'un moment, soit ont envie de se consacrer à autre chose, et puis se poser, et puis ça leur convient, et puis d'autres qui sont toujours en recherche d'ouverture. Voilà. Moi, je suis intimement persuadé, alors que tu apprennes professionnellement ou pas, mais que continuer d'apprendre, ça permet de garder ton cerveau en éveil, et je n'ai pas les études, j'ai pas la stat, mais ça participe au bonheur aussi, de savoir que tu es toujours au mouvement, que tu es toujours en actif, que tu es toujours... Enfin, en tout cas, c'est ma pour vision certaines personnes, c'est ma vision de la chose, parce que après, je dis pas que je vais faire ça encore 20 ans, peut-être qu'à un moment, je me dirais, bon, bah là, je vais
rester sur un poste et puis faire autre chose à côté, hein, d'autres aspirations plus personnelles. Ouais, mais t'apprendras un sport, t'apprendras... Ah oui, c'est probable, oui, ça c'est à sûr. jouer de la guitare et t'apprendras... Ouais, ou retourner vers des activités nautiques. Ouais. Ça c'est clair, c'est un élément que j'ai en tête que je peux pas exploiter pour plusieurs raisons, mais notamment une raison de temporalité. Hein. Mais oui, bien sûr. Ouais. Question bête, mais question quand même. L'équilibre pro-perso, comment ça se passe? Alors, l'équilibre pro-perso, ça se passe bien. Enfin bien, Ouais. ça se passe, oui, plutôt bien. J'ai la chance d'avoir la possibilité d'organiser mon travail. Donc une latitude qui m'est laissée par mon conseil d'administration. En tant que dirigeant, ils considèrent que c'est une des compétences que tu dois avoir, hein, d'organiser ton temps de travail, de gérer ton temps, ce qui est vrai. Ce qui semble cohérent, ouais. Voilà, donc j'arrive à trouver un équilibre. Les semaines sont intenses, pas continues, puisqu'on a des semaines où il y a moins d'activités pédagogiques et qui nous laissent un peu plus de temps de récupération ou faire autre chose. Mais oui, je trouve un équilibre, oui. Ouais. Alors après, je pense que c'est un individu dépendant aussi. Ouais. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de plus de temps. Et puis moi, mes enfants ont grandi, etc. Donc c'est différent. Pas les mêmes besoins. Donc, Ouais, question d'organisation et de planning. Comme quoi, tout est faisable quand on a envie. C'est faisable, oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui font d'excellentes carrières et qui arrivent aussi à avoir une vie pro et perso équilibrée. Alors je parle de la vie de famille, il n'y a pas que ça aussi. Il y a les sociales, loisirs. Bien sûr. Ah non, mais cette question, c'est juste pour mettre en valeur le fait qu'on peut être hyperactif, faire plein de choses, avoir plein de projets, sans pour autant sacrifier tout ce qu'on a derrière, quoi. Voilà. Parce que c'est souvent la réponse que j'ai, ou les remarques que j'ai des gens, c'est que moi, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que ma priorité, c'est ma famille, et je veux pas... Alors, ce qui s'entend. Oui. Mais il y a un juste milieu entre le oui ou le non. C'est ça. Il y a un juste milieu, puis il y a une... C'est un peu séquentiel, en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter par moment de travailler plus et... en expliquant d'avoir moins de temps pour les loisirs, etc. Mais être vigilant à ce que ça se rééquilibre rapidement et dans une temporalité qui n'est pas trop éloignée. Sinon, si on fait 6 mois, 1 an sur le travail et qu'on fait moins le reste, ça risque de déséquilibrer durablement les structures des gens. Les structures, bah oui, bien sûr, notamment pour la famille. Sûr. C'était un des enjeux pour moi, là, cette fin d'année, là où j'ai beaucoup charbonné, où je suis parti à l'autre bout du monde pendant un mois entier. Mais ouais, du coup, on le compense maintenant, là, en disant, bon, on lève un peu le pied. Bien sûr, certains disent que le temps qui est passé, il est passé, on ne le rattrapera pas, mais bon, on peut à mon sens, le valoriser différemment en l'expliquant. Il me semble qu'on avait déjà parlé ensemble, mais je suis intimement persuadé que c'est la qualité du temps qu'on passe plutôt que la quantité. Exactement. Comme beaucoup de choses, comme au travail d'ailleurs. Être au travail pour être au travail, si on complètement. Derrière, ça a été décrit, hein, et puis c'est plus, c'est scientifiquement publié. Le présentéisme, ça sert à rien. Donc, l'absentéisme non plus. Non, mais il faut trouver un juste équilibre entre répondre à ce dont on a besoin de produire, de faire, et puis s'organiser. Mais il y a des grands patrons qui arrivent très bien à le faire. Hein. Ah oui. Inch'Allah, comme ils disent là-bas. Grand patron. Ouais, des grands patrons. T'as eu une belle carrière, avec plein de défis et plein d'enjeux. Alors, je sais pas si c'est une belle carrière, mais j'ai une carrière riche. Riche. Ouais. On verra ça quand je serai à la retraite, si c'était une belle carrière. Ouais. J'ai déjà assez peu de doutes sur ta volonté de continuer à grandir. Est-ce qu'il y a des défis dans ta carrière qui t'ont marqué, des choses qui t'ont... Les défis, il y en a pas mal. Hein. C'est à chaque fois s'adapter à un nouveau besoin, une nouvelle structure. Ça, c'est des défis, mais qui sont pour moi, en tout cas, moteurs. C'est moteur pour moi. Qui m'ont marqué. Oui, récemment. Alors, c'est vrai que je vais plutôt regarder récemment. C'est le renfort Covid. C'était un moment particulier pour tout le monde. Et ça a été un défi. Mais qui s'est fait assez naturellement finalement. Je me suis retrouvé ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je t'expliquais tout à l'heure, et
c'était un défi, c'était un défi de revenir sur une activité mixte d'encadrement de proximité, alors que j'étais plutôt sur des fonctions supra. Ouais. Donc revenir au contact, c'était un défi. C'était un défi dans le management des équipes, dans un contexte très spécifique, vraiment. Ouais, puis Avec des équipes qui étaient bousculées, extrêmement sollicitées, avec des agents qui ont fait un travail remarquable. Sur l'aspect technique, c'était compliqué, mais aussi sur l'aspect humain, ils ont été très engagés. Donc ça, c'était un sacré défi. Tu nous parlais tout à l'heure d'innovation. Oui. C'est quoi les innovations que tu surveilles en ce moment? Alors, les innovations que je surveille actuellement, enfin que je regarde, c'est des innovations... Santé ou pas, d'ailleurs. Ouais, santé, si, alors pas que, tu as raison. Je regarde, alors c'est pas tant une innovation, mais c'est une évolution sociétale sur les générations qui arrivent sur le marché du travail, ou qui sont en tout cas en formation. Ouais. Comment s'adapter à la fois sur les aspects pédagogiques, comment les intéressés qui sont engagés en formation, mais aussi sur les aspects managériaux, c'est-à-dire comment on fait. J'ai beaucoup de retours sur les difficultés d'encadrement et de ces générations qui seraient qualifiées parfois qui ont une approche de zapping, on va dire, puis qui ont aussi, pour certains, c'est presque un choc de culture et de valeurs pour certains soignants. Voilà, moi je me dis que finalement, ça fait partie du cours de la vie. Comme on a eu différentes générations, et puis que même nous, quand on est arrivé sur le marché du travail, on avait probablement un fossé générationnel avec les plus anciens. Donc je regarde ça, comment innover en management et comment engager nos jeunes là, dans notre métier, dans notre profession même plutôt. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde un peu ce qui est publié, ce qui est dit. Notamment là, je suis très branché en ce moment sur une philosophe qui bosse sur l'entreprise, mais qui est connue, qui s'appelle Julia de Funès. Je regarde ses conférences. Je t'invite à regarder, c'est intéressant. Alors c'est une vision, il faut regarder d'autres, il faut comparer, regarder d'autres visions. Donc ça c'est intéressant. Et puis en innovation pédagogique, il y a beaucoup de choses qui évoluent, notamment moi je travaille dans le monde de la simulation, mais la simulation en elle-même évolue aussi, parce que finalement c'est une méthode qui existe depuis pas mal d'années maintenant dans le paysage, même si tout le monde ne se l'a pas approprié encore, mais elle évolue déjà. Voir ce qui se fait, on parle de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Et puis plus globalement, moi je me pose toujours la question de comment on pourrait faire différemment les séquences pédagogiques, avec la recherche toujours pareil d'attractivité et puis d'engagement en formation des apprenants. Bon, globalement, ce serait moins de temps assis plus de temps à regarder des diapos ou des vidéos, et plus de temps dans la pratique, la manipulation. Avec des formes qui sont intéressantes, avec la ludo-pédagogie. Alors, pour le coup, là où j'y connais pas grand-chose, ça fait partie des éléments dont je parlais tout à l'heure. Je suis curieux, je regarde ce qui se fait, mais je suis incapable de le mettre en œuvre. Donc, si je me dirigeais vers ça, il faudrait que je fasse appel à des ressources. Alors, incapable, des expertises. pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais déjà, en réalité. Oui. Après, j'en parlais il y a quelques jours, là, sur... je ne sais pas si je me qualifierais d'innovant ou de créatif, puisque partir d'une feuille blanche, je ne sais pas faire. Par contre, adapter ce qui se fait, transférer et tout, probablement plus. Ouais, mais c'est deux sujets. Le premier, c'est l'engagement là, dont tu parlais. Engager les jeunes générations, quel que soit le sujet, pédago, pas pédago, métier. Oui, même avec les enfants, je le vois. Ouais, c'est très compliqué d'aller chercher cet engagement. Et c'est pas beau à dire, mais je pense qu'il faut qu'on aille s'inspirer de ce qui marche en fait. Aujourd'hui, comment les jeunes sont engagés, à quoi ils passent du temps. Alors, ce dont je suis convaincu, c'est qu'ils sont, contrairement à ce qu'on entend, ils sont pas plus désintéressés que ça. Enfin, ils sont intéressés par le travail. Ils ont autant de valeur que nous, mais par contre ça s'exprime différemment, ça c'est sûr. Et notamment ce que nous on mettait le curseur sur, enfin en tout cas moi, dans ma trajectoire, et notamment jeune, s'il fallait avoir un métier, et puis le Graal au départ quand j'ai débuté, moi c'était être titulaire de la fonction publique, là c'était le truc. C'était le summum.
Voilà, eux, pas du tout. Oui, ils mais, veulent ça faire de veut- l'intérim pendant un an. Ouais, pour mais faire ça des veut sauts, pas pour dire voyager. Ça veut pas qu'ils dire sont qu'ils pas aiment leur plus métier, engagés, bien sûr. qu'ils ont. Voilà, exactement. Ils l'expriment différemment. Mm. Alors, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Soit on garde notre management comme on l'a appris il y a 20 ans, et ça augmente ça va coincer. les conflits, voire les fuites de tous ces jeunes-là. Soit on se dit que finalement, c'est porteur de sens aussi ce qu'ils amènent, Bien sûr. et il faut qu'on adapte notre management, voire même l'organisation de nos structures. C'est pas simple puisque nous on a une activité dans le sanitaire où on a une continuité de soins. Typiquement, là, ce que l'on voit beaucoup, c'est les jeunes générations qui souhaitent pas forcément exercer la nuit, par exemple, ou trop les week-ends, sachant que nous, on faisait un week-end sur 2 quand on était jeunes. C'est comment on peut trouver un équilibre avec tout ça, quoi. Et j'ai absolument pas de piste, je sais pas, mais c'est un vrai défi. C'est partie des choses pour lesquelles en fait, je comprends pas qu'on se pose encore des questions. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix de faire avec. Oui, c'est ça. Donc, à part trouver des solutions, ça sert à rien de brasser les questions. Allons chercher des solutions. Alors, encore une fois, facile à dire, pas facile à faire. Hein. Mais est-ce que ça perd de sens que... moi, j'ai rencontré une jeune infirmière là, qui me dit, moi, mon objectif, là, aujourd'hui, c'est de travailler 1 an ou 2 pour mettre des sous de côté, pour partir voyager derrière pendant 6 mois, 1 an. Est-ce que son projet a moins de sens que d'être infirmière dans un service pendant 40 ans et pas changer de service? Je suis pas convaincu de l'histoire. Qui plus est qu'en plus là, avec ce qu'on a vécu récemment, le Covid, le machin, les gens se sont rendus compte aussi que dire je le ferai demain, et ben peut-être que ça se fera pas demain parce qu'on sait pas de quoi faire demain. Donc les gens qui ont ces projets-là, il faudra faire avec, on n'a pas le choix. Ils ont besoin de vivre leur vie en fait. C'est ça. Peut-être plus que nous finalement. Enfin moi, en tout cas dans mon approche, le travail était très très structurant. Moi, le premier, j'ai fait partie de ces gens que le travail a cadré, en fait. Oui, quand j'étais jeune, je me posais absolument pas de questions sur les horaires, sur les heures, sur. Parce que pour nous, c'était une finalité, en fait, c'était un peu, c'était l'objectif. C'était probablement pas le mieux. Hein. Non. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça. Comment tu vois l'évolution de la santé dans les années à venir ? Comment je vois l'évolution de la santé ? Transformer, c'est sûr. Comment, vers où, je sais pas. Hein, j'ai pas ma boule de cristal. Mais finalement, il n'y a pas de raison que le système de santé s'effondre. Puisqu'on a beaucoup de compétences. On a encore de la ressource, quoi qu'on dise. On a un service de santé qui est performant, même si il y a des choses à améliorer. La question est plutôt sur l'aspect sociétal, en fait. Comment est perçue la santé et qu'est-ce qu'on veut faire de la santé, en fait, individuellement et collectivement. Oui, la question, là, typiquement, le débat qui anime beaucoup les soignants, c'est un projet de fin de vie, accompagnement de fin de vie, mais c'est des questions sociétales, en fait, plus que de soignants. C'est comment on se projette dans la dépendance, la vieillesse, la maladie. Peut-être que des fois on perd notre système perd le contact avec le sol, avec des financements qui pourraient être orientés sur différemment. Là, j'ai eu une approche, un cours là sur comment on pourrait améliorer le système, et notamment probablement qu'on n'investit pas assez dans la prévention, en fait. Mais dans la prévention au sens large, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas accès à des repas équilibrés, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à tout un tas de ressources, c'est de fait des gens qui vont être malades, dépendants dans quelques mois, quelques années, qui vont développer des maladies et qui vont coûter énormément d'argent pour le système et pour la société. Alors que si on investissait sur la base de la base, un exemple, l'activité physique par exemple, qui s'est dégradée dans les collèges, lycées. Mais demain, c'est des gens qui vont être sédentaires, diabétiques, cardiopathes, et plein de cholestérol. Et qui vont coûter énormément d'argent en accompagnement en soins. Donc voilà. Donc je me dis, l'évolution, ça serait peut-être plus de revenir sur les fondamentaux, en fait. D'investir massivement dans tout ce que l'on peut faire à la base,
Tu vois, le logement insalubre, ça fait partie des facteurs qui amènent les gens à être malades, en fait. Mais genre, sans aller jusque même là, hein, il y a pas longtemps, j'ai eu le débat avec un jeune là, avec qui il me parlait, il me disait moi je suis jeune, j'ai pas besoin de dormir. C'est avec quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Ouais. Et, il m'expliquait qu'il préférait se lever très tôt le matin pour aller faire son sport, quitte à dormir que 3-4 heures. Et je lui ai dit, mais en fait, pour ta santé, je suis pas sûr. Alors, c'est très bien de faire du sport. Le sommeil, fait attention, hein. Il y a plein de trucs. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent faire bien et qui font pas très bien parce que les gens ils connaissent pas leur santé, leur corps, comment ça marche. Et c'était un peu le sujet des vidéos qu'on montrait tout à l'heure, de motion design que nous on a développé, c'est de faire comprendre aux gens la santé, comment ça marche. Mais c'est un vaste sujet. Hein. Oui, il y a individuellement, mais il y a même collectivement. C'est-à-dire que si tu mets pas les ressources, l'argent au bon endroit, finalement tu cours après le problème. Quoi. Une fois qu'ils arrivent à l'hôpital, ils sont malades, etc. Et là, c'est parti. Quoi. Non, donc voilà. Après, sur l'aspect structurel, oui, je pense qu'il y a des axes d'amélioration dans la gouvernance, dans l'implication des équipes en termes de choix, de services, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin justement de compétences sur l'aspect administratif pour structurer l'ensemble. Hein. Et tout est question d'équilibre, en sens. Voilà. Non, mais j'ai eu avec Lucas, on a parlé j'ai fait une conférence à Créteil il n'y a pas très longtemps là, sur la pédagogie et la performance. Qu'est-ce que c'est que la performance en santé et comment la performance, c'est pas un gros mot en vérité. Il y a des moyens d'être performant sans aller chercher la rentabilité financière, sans aller chercher la surcharge des équipes, sans aller chercher... Mais même la rentabilité financière, c'est pas un gros mot. Hein. Enfin, je suis d'accord. Il faut que... Individuellement, dans notre budget familial, il faut que ce soit équilibré. Hein, donc, c'est la même chose. Après, la performance, pour moi, c'est hyper important, en fait. Hein. Ça attire tout le monde vers le haut. Faut que ce soit, quand on fait quelque chose, il faut qu'on soit performant, sinon ça n'a pas de sens. Après, et du coup, il faut être exigeant aussi dans ce qu'on attend, sans être malveillant. Quoi. Avec un collègue en formation, un autre, on aime bien utiliser cette notion de bienveillance et exigence, en fait. C'est pas, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas opposé, en fait. Hein. Non, je sais plus je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast d'ailleurs, je sais plus qui disait ça, mais il disait aimer quelqu'un, c'est être exigeant envers lui. Bien sûr. Tu dis pas à ton frère ou à ta femme je t'aime, fais ce que tu veux. Tu dis non, je t'aime, fais attention à toi. Fais attention à ce que tu fais. Bien sûr. Et dans le sens, prends soin de toi. Quoi. C'est ça, exactement. Et puis, fais pas n'importe quoi. Bien sûr. Bah oui, parce que t'es attaché. Mais même dans une équipe, en fait, il faut être exigeant. Bien sûr. En les accompagnant, en fait. Non, mais surtout qu'on va avoir besoin de ces exigences, hein, là où une période où il y a beaucoup de compétences qui sont parties. Il faut retourner chercher ces compétences, retourner chercher ces expertises pour les remettre au centre du village. Quoi. Même les domaines deviennent de plus en plus pointus. Chirurgie, c'est hyper pointu. Donc c'est normal. Tu parlais de simulation en santé. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Alors, simulation en santé, c'est la reproduction de situations de travail, clinique pour nous, de situations de soins, dans un espace sécurisé, sans enjeu humain, puisqu'on utilise soit des simulateurs patients, donc des mannequins, ou des patients standardisés, ou des participants simulés, mais où il n'y a pas d'acte de soins réel, et qui permettent d'augmenter en compétences, de développer des compétences, à la fois techniques, mais aussi et surtout non techniques, voire même d'équipe, quand on le fait en équipe constituée. Le tout piloté par une équipe de formateurs habitués à la méthode, pour que ce soit vraiment là aussi performant, et que ce soit pas... qu'il y ait une sécurité aussi psychique des apprenants. Je te pose cette question parce que moi j'ai l'impression que les gens, quand ils font de la simulation,
ils ont l'impression qu'ils vont être jugés sur leur capacité à réaliser le geste, à être au bon moment. Alors, c'est pas faux. Alors, mais c'est loin d'être tout ça. Non. Ce que l'on exprime souvent quand on fait des formations de formateurs en simulation, c'est que oui, on va juger une performance à l'instant T sur les actes réalisés, sur les prises en charge, et pas sur les personnes en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas débriefer quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te constitue, mais à l'instant T, qu'est-ce que tu nous as montré, qu'est-ce que tu as été capable de nous montrer sur une prise en charge. Ce qui est absolument différent en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour X raisons, ne pas comprendre la situation et passer à côté, et ne pas être performant à l'instant, là. Et justement, tout l'intérêt de la simulation, c'est de revenir là-dessus, et de trouver les facteurs qui ont amené à ne pas être performant, ou qu'il y ait des écarts en tout cas, et comment les corriger collectivement pour que, au contact des patients en situation de soins réels, eh bien, on ne retombe pas dans cette boucle. Dans les mêmes travers. Dans les mêmes travers, exactement. Je te remercie parce qu'en fait, ma question, je me suis mal exprimé, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que on n'évalue pas que de la compétence technique, pas que de la compétence, et qu'on peut faire plein d'autres choses avec la simulation. C'est sur là que je voulais t'emmener. Même sur des actes très techniques, par exemple quand on fait de la simulation au bloc opératoire ou en réanimation, c'est assez technique comme secteur. Ce qui nous intéresse en tant que formateur en simul, c'est de comprendre ce qu'il y a dans la tête des participants lors de la situation de soins, c'est-à-dire notamment ce qu'ils ont compris de la situation à l'instant, quel est leur raisonnement clinique, quelles options ils avaient, pourquoi ils ont choisi cette option plus qu'une autre. Donc vraiment ce qu'ils ont dans le côté cognitif, émotionnel aussi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils ont eu peur, est-ce qu'ils étaient agacés. Voilà. Et on peut tout à fait transposer ça sur des actes de soins ou d'autres situations, même managériales, hors du champ du soin, puisque les ressorts sont les mêmes. C'est situation professionnelle, on analyse ce qui s'est passé, situation professionnelle simulée, pardon, ce qui s'est passé, et après on débrief. Donc le cœur du dispositif, finalement, c'est le débriefing. C'est ça, Et c'est pas forcément dire on peut très bien faire de la simulation en santé sans avoir un mannequin à haute fidélité. Complètement, bien sûr. Mais on le fait, bien sûr. Mais oui. Alors, ce qui est décrit et ce qu'on entend souvent, c'est que finalement, la simulation, l'immersion clinique est qu'un prétexte pour discuter de tout ce que l'on vient de se dire. Donc, le raisonnement clinique, la compréhension de la situation. Il y a un axe fort, là, un axe fort, qui est donc l'analyse des facteurs humains, tous les biais, comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qui nous amène à faire des erreurs. Ça c'est super intéressant, moi qui, alors, loin d'être expert, moi aussi, mais qui je suis très curieux des neurosciences et des machins, ne serait-ce qu'en pédago, c'est une source intarissable. En pédago, mais c'est évidemment complètement transférable et c'est complètement vrai dans le champ d'activité quotidien. Ah oui, bien sûr. Mais puis en management, en fait, toutes les activités, en ce moment il y a de l'humain, deux humains qui interagissent. Oui, mais même individuellement, quand je conduis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi je fais des erreurs. Voilà, donc ça c'est important. Tu fais pas deux choses en même temps, toi ? Non. Non. En tout cas pas bien. Pas bien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une carrière dans la santé aujourd'hui là ? Se poser les bonnes questions au départ. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est pour l'aspect... Faire plaisir à papa ? Alors voilà, par exemple. Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un ? Est-ce que c'est pour compenser une difficulté que j'ai rencontrée dans ma vie, etc. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ? Après, je pense que toutes les motivations sont valables à partir du moment où on sait pourquoi, en fait. Donc quelqu'un qui voudrait se lancer, se poser les bonnes questions au départ. Je conseillerais avant de se lancer dans les études de pouvoir comprendre ce que c'est, aller voir à quoi ça ressemble. Ça éviterait les désillusions. À l'inverse, des fois, on peut avoir une image, mais qui n'est pas celle qui représente l'intégralité des possibilités d'exercice. Alors là, je parle vraiment pour les infirmiers. On a la chance d'avoir une profession qui nous permet d'exercer dans tellement de domaines différents, avec plein de modalités différentes. Donc, il faut
ouvrir et Pas regarder que ce les qui se fait. infirmiers, hein. Oui. Les médecins pareil, Oui, les oui, kinés bien pareil, sûr, les autres absolument. pareil, Oui, c'est vrai que je suis plutôt centré sur les infirmiers, c'est mais plus facile pour nous, mais... exactement. Euh, Mais ouais, regarder ce qui se fait, se poser les questions pourquoi on veut le faire, et puis après se lancer, s'accrocher. Pas facile tous les jours. Hein. Moi, j'en discutais encore cette semaine de mon parcours de formation initiale. Je me suis posé des questions lors de ma première année hein, sur est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire, puisque les mises en stage parfois c'est une prise de contact avec la réalité qui peut être difficile, voire violent. Et c'est l'intérêt là justement de l'accompagnement par les pairs et puis par l'équipe pédago. Et moi en fait en vrai hein, c'est ce qui m'a fait rester en fait. Hein. Donc j'ai eu la possibilité d'échanger avec une de mes formatrices à l'époque, on les appelait comme ça, et qui m'a donné la possibilité de m'accrocher et de dire ok on va poursuivre, on verra les autres stages comment ça se passe. Parce que la prise de contact avec le terrain, la découverte de certaines modalités d'exercice m'ont surprise pour pas dire heurté quoi. Ça c'est pareil, il faut en être conscient. Hein. On en a parlé déjà, c'est un milieu violent, hein, la santé, et que des fois on est confronté violent, à des situations... plutôt agressif. Agressif, On est confronté à des situations, des choses qu'on n'avait pas anticipées, pas vécues, et puis surtout quand t'es un gamin qui a 20 ans et qui a rien vécu et qui d'un coup tombe... On est confronté à tout un tas d'aspects qu'on n'avait même pas imaginés. L'intimité des gens, la mort... la maladie, l'échec, l'échec, la culpabilité, absolument. La frustration. Et quand on est jeune, c'est vrai, on n'a probablement pas cette expérience, et peut-être que c'est bien aussi d'ailleurs, contrairement à des 2 ou 3 générations avant nous, où par exemple les papis-mamies mouraient à la maison. Donc quand tu étais jeune, tu étais déjà confronté à la mort, à la maladie, etc. Moi, jamais, et tant mieux peut-être. Jusqu'au jour où on arrive dans étudiant et c'est parti quoi. Pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote de soins, de vie à nous partager, quelque chose qui t'aurait marqué dans ta carrière, que tu aurais envie de nous partager là ? Une anecdote spécifique, non, j'ai pas une anecdote. J'en ai plein. Ouais, j'en ai plein, il y a plein de situations qui m'ont marqué. Alors, il y en a qui sont drôles, d'autres moins. Non, il y a un truc que je garde toujours en tête, et probablement plus en avançant c'est la reconnaissance que l'on peut voir des fois chez certains patients. Même sur des contacts très courts, parce que finalement, en pré-hospitalier, on a peu les patients avec nous dans la durée. Mais les retours des patients ou des familles, que ça se passe bien ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, quand on a donné tout ce qu'on pouvait faire. Et puis, il y a aussi des prises en charge qui sont assez drôles, dans le sens où le patient est dans un état a priori grave, et puis sa pathologie fait qu'en utilisant un médicament ou 2, hop, il se réveille, comme si de rien s'était passé. Je pense à l'hypoglycémie, par exemple, c'est drôle. Parce que bon, on a l'impression d'être magicien un peu. Voilà. Et puis voilà, non, mais après, il y a plein d'anecdotes. Mais je garderai plutôt les différents endroits où j'ai exercé, qui m'ont amené tout un tas d'expériences. Différentes. D'expériences différentes. Et ça, vraiment aussi, je pense que pour un jeune, ce que je lui dirais, c'est de multiplier les expériences. Alors, sans faire je change de service tous les 6 mois, mais dans une carrière, il faut changer, quoi. Pour exercer différemment, rencontrer d'autres personnes, d'autres patients. Puis remettre en question sa pratique aussi, hein, ça bien sûr. ses idées, sa pratique. Moi, j'avais en tête une notion de tous les 4-5 ans, c'est bien de changer, quoi. Mais après, je sais pas si c'est objectivé, étayé, mais voilà, je trouve que c'est bien. Après, encore une fois, je pense que c'est très profil dépendant. Nous, on a eu envie de changer parce que très vite, on a l'impression d'avoir fait le tour et qu'on voulait aller voir et puis multiplier les expériences, même sans avoir eu l'impression de faire le tour, parce que probablement qu'il faut des fois plus de temps pour faire complètement le tour, mais d'exercer différemment. Parce que je dis, c'est la marge de progression. Moi, en fait, j'aime bien travailler pour arriver à là où je suis meilleur que 80% des gens. Je suis pas expert, mais je suis meilleur que 80% des gens. Je suis arrivé à ce stade-là.
Après, ça me demande trop d'efforts d'aller chercher les 20% qui restent. Mais Ouais, c'est ça. du coup, quand j'arrive à ces 80% là, j'ai l'impression d'avoir à peu près fait le tour, donc je vais chercher ailleurs pour regrimper mes 80%. C'est ça. Alors bien, ça fait un peu le mec qui va à fond dans rien, mais il fait un peu tout à moitié. Ouais. Mais sinon, je suis un peu comme toi sur le sujet, je m'ennuie vite. Si les gens qui nous écoutent, ils ont envie de t'envoyer un message, de te remercier, Ouais. où est-ce qu'ils peuvent le faire? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont envie de le faire? Eh ben, actuellement, je suis toujours joignable à Sésame Simulation, hein, qui est l'organisme pour lequel je travaille. J'ai mes coordonnées sur le site. Ils peuvent me contacter, bien sûr, s'ils sont intéressés. S'ils ont une question ou s'ils veulent. On peut mettre ton LinkedIn dans Ouais, le... on peut, bien sûr, oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Plutôt que ton numéro, Oui. j'ai peur que ce soit... Exactement. Ouais. Je préférais aussi. Ça va. Bon, ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci. Hein, Ouais, c'est super merci à vous deux. intéressant. Ouais. Merci pour ces échanges. Avec plaisir.